De retour ici en direct depuis l'amphithéâtre de l'université Paul Sabatier à Toulouse pour cette journée sciences et climat, première étape du monde nouveau. Je vous rappelle la deuxième étape importante pour vous qui vous intéressez à toutes ces questions-là. Ce sera donc au mois d'octobre, le premier week-end d'octobre, 1, 2, 3, du côté de Montpellier au Corum, et toutes les infos également sur le site lemondenouvveau.fr. Deuxième table ronde de cette matinée, le cycle de l'eau, objectif 50 ans, cette ressource qui implique une urgence à agir à la hauteur des enjeux actuels. Alors on est ravis et on va vous saluer tous qui êtes présents sur scène. Benoît Messignac, chercheur au CNES et rattaché au laboratoire Legos. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer le laboratoire, votre domaine de recherche finalement? Donc, je suis chercheur du CNES, je travaille sur le cycle global de l'eau et de l'énergie et comment ce cycle global de l'eau et de l'énergie répond au changement climatique et comment ces variations du cycle global de l'eau et de l'énergie se terminent dans l'océan et génèrent de la hausse du niveau de la mer en particulier. Alors on va revenir vers vous dans un instant évidemment. Christophe Cassou, bonjour, chercheur au CNRS, au CERFAX, pareil, même question. Votre champ de compétences, comment vous pouvez nous l'expliquer? Alors je suis climatologue et je suis un des 234 auteurs du dernier rapport du GIEC, donc qui est sorti au mois d'août, en tout cas le premier volet du rapport du GIEC qui porte sur les bases physiques du climat. Je suis rattaché à un laboratoire qui s'appelle le CERFAX, qui est le Centre européen de recherche et de formation avancée en calcul scientifique, qui est sur le campus de Météo France, où notre spécialité porte sur la modélisation climatique, et en particulier le couplage entre les modèles du système Terre, donc l'atmosphère, l'océan, la glace, pour étudier donc les climats passés, mais aussi les projections climatiques futures. Alors, on va se connecter également avec un autre invité qui est avec nous, c'est Eric Servat. Bonjour, vous êtes en ligne avec nous. Bonjour Eric, président de l'OSU-OREM et surtout directeur du Centre international UNESCO sur l'eau. Vous avez un rôle d'ambassadeur aujourd'hui, j'ai l'impression. Oui, d'une certaine manière. Moi, je suis hydrologue de formation, donc je m'intéresse à tout ce qui est toutes les problématiques autour de la question de la ressource en eau. Mais effectivement, aujourd'hui, j'interviens comme directeur du Centre international UNESCO qui rassemble toute la communauté scientifique montpelliéraine du domaine de l'eau, c'est-à-dire près de 450 scientifiques qui travaillent dans des domaines extrêmement variés, depuis les mathématiques, la physique, la modélisation, jusqu'à l'anthropologie, la sociologie, l'économie. Donc un ensemble très pluridisciplinaire. Guillaume Choisy, on viendra vers vous dans un instant. Eric Servat et Guillaume Choisy est également avec nous. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'agence de l'eau Adour-Garonne. J'ai envie de dire que sur ce plateau, vous êtes l'opérationnel de la bande. Peut-être, oui. L'agence de l'eau est un établissement public d'État qui a vocation à accompagner les collectivités, les agriculteurs, les industriels, les associations, pour pouvoir préserver la qualité de l'eau et des milieux aquatiques et la biodiversité depuis la loi de 2015. Donc c'est l'enjeu auquel on est conféré, avec un système de solidarité amont-aval, un système de solidarité urbain-rural et un système de solidarité générationnelle. Qui couvre 2 régions, Adour-le-Bassin, c'est... 3 régions, même 3 régions, oui. Peu on a le Massif central donc, qui appartient à la région Aura et puis principalement la région effectivement Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Avec une actualité toute récente, on va y revenir tout à l'heure dans un instant. Valérie Desmarais, bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université de Toulouse, donc vous êtes chez vous ici, à Paul Sabatier, du laboratoire le CESBio. Quel est son domaine de compétence, votre laboratoire? Donc le CESBio, c'est le Centre d'études spatiales de la biosphère. Donc son objectif, c'est d'étudier le fonctionnement des agroécosystèmes avec quelques outils privilégiés que sont les modèles et les observations spatiales, donc les données satellites. Et moi, là-dedans, en fait, je travaille surtout sur l'estimation des besoins en eau des cultures avec, à l'aide des données de télédétection. Donc on travaille depuis quelques années sur la gestion de l'eau. On a aussi un volet carbone dans ce labo. Alors, tout ça va être passionnant comme débat, mais je me tourne vers vous, Christophe Cassou. Vous disiez en introduction, donc vous êtes un des auteurs de ce 6e rapport du GIEC, un des auteurs français, sur la question de l'eau. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'urgence actuelle? On est sur une thématique à 50 ans.
Est-ce qu'on est sur une urgence à 50 ans pour l'eau? Alors, la question de l'eau s'inscrit en fait dans une urgence beaucoup plus générale. Ce rapport du GIEC montre qu'en fait, de manière générale, le cycle d'eau est compris dans ses grandes conclusions, que le changement climatique, et donc le cycle de l'eau inclus, c'est maintenant. On le perçoit dans notre quotidien. C'est plus un paysage vers lequel on se dirige. C'est plus 2050, 2100. C'est vraiment aujourd'hui. C'est partout sur la planète. Le cycle de l'eau, les températures sont modifiées partout sur la planète. Il n'y a pas une région aujourd'hui qui n'est pas affectée par le changement climatique. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une société humaine, un écosystème qui n'est pas affecté par le changement climatique. Et donc c'est un phénomène aussi qui s'aggrave. Pour certains, on en parlera, j'imagine, un peu plus tard sur le niveau de la mer. Certains indicateurs, ils s'accélèrent, pour d'autres, ils s'aggravent. Et c'est un voyage qui est sans retour. On ne reviendra pas en arrière. En territoire inconnu, parce que les sociétés humaines n'ont jamais vécu un changement aussi rapide. La dernière fois que la température a été aussi chaude, quand on la mesure, quand on prend l'indicateur température moyenne globale sur la dernière décennie, la dernière fois que cette température a été aussi chaude, c'est 100 000 ans. Et on parle de réchauffement climatique de 2,5 degrés. Dans ce cas, c'est 125 000 ans. Si on atteint 2 degrés, c'est 2 millions d'années. Voilà. Donc on est sur ces échelles de temps d'une perturbation extrêmement rapide. Et le cycle de l'eau, évidemment, est une composante essentielle du changement climatique. Il y a vraiment une nouveauté dans ce 6e rapport où on parlait beaucoup de température, d'énergie. Dans ce 6e rapport, il y a un chapitre dédié au cycle de l'eau. Parce que il y a les connaissances acquises, en particulier depuis les 10 dernières années, à la fois en termes qui viennent d'observation, qui viennent de modélisation, qui viennent de compréhension de processus, de couplage entre les différents facteurs qui jouent sur le cycle de l'eau. Cet accroissement des connaissances est tel qu'aujourd'hui, on a une vision qui est beaucoup plus précise, beaucoup plus, on va dire, précise, ou en tout cas les incertitudes se réduisent sur l'impact de l'homme sur le cycle de l'eau et comment ce cycle de l'eau va évoluer. Et on est donc dans l'urgence, dans le sens où c'est maintenant, il va falloir s'adapter à ce changement de cycle de l'eau et il va falloir atténuer nos émissions de gaz à effet de serre pour que ce cycle de l'eau ne change pas trop. Oui. Ce qui veut dire aujourd'hui, quand on parle d'un objectif immédiat, c'est que 50 ans, c'est même trop pour agir? Dans ce rapport du GIEC, il y a deux échéances temporelles qui sont... il y a 3 échéances temporelles en fait, qui sont étudiées. Ce qu'on appelle le court terme, les 20 prochaines années, le moyen terme, 2040, 2060, et puis le long terme, 2100. Et il y a un accent particulier sur le court terme et le moyen terme. Donc, on essaye d'insister sur le fait que les 30 prochaines années vont être cruciales et vont déterminer en fait les trajectoires de la fin du siècle. Mais sur ces 30 prochaines années-là, on va déjà avoir un changement, on va déjà percevoir, on va déjà vivre, on vit déjà des changements dans le cycle de l'eau. On montre dans ce rapport que la fréquence des pluies diluviennes est accentuée due aux activités humaines. On a bien vu l'événement du Gard il y a 2 jours, où Météo France a même qualifié, on en parlait lors de la précédente conférence, a qualifié cet événement de monstrueux. Ce sont des événements qui arrivent un petit peu partout. Personne ne sera épargné par ce type d'événement. Et l'empreinte de l'homme sur ces événements est établie. Je pense qu'il faut arrêter aujourd'hui d'avoir dans les médias, dans des questionnements qui disent est-ce que cet événement-là est dû au changement climatique ou non. On a dépassé cette étape-là. La multiplicité de ces événements est due au changement climatique. La question maintenant est de savoir est-ce qu'on est résilient face à ces changements qui vont nous frapper, parce que tout le monde sera touché, et comment on peut s'adapter. La résilience est un peu plus vaste, mais comment on peut s'adapter et comment on peut essayer d'atténuer, de diminuer ces changements de manière plus rapide.
Je vais donner sur ce constat que vous faites suite au rapport, donc vous êtes co-auteur, Christophe Cassou, la parole à Eric Servat qui est avec nous en direct depuis Dunkerque. Je rappelle, vous êtes le directeur du Centre international UNESCO sur l'eau. Ce constat qui est terrible en réalité, qui effectivement est effrayant. Alors on peut mettre la poussière sous le tapis, mais c'est pas du tout l'objectif et surtout pas nous ici aujourd'hui. Est-ce que ce constat et la visibilité des événements quelque part vous servent à désormais dire il faut agir, Eric Servat? Quand je dis vous servent, est-ce que la parole scientifique aujourd'hui est plus entendable, plus entendue? Oui, alors effectivement, de toute manière, tout ce qui permet finalement de donner un appui scientifique irréfutable à des constructions de scénarios ou à l'identification de trajectoires va dans le bon sens et rend plus simple le fait d'être entendu et d'être pris en considération. Vous venez de rappeler que je suis à Dunkerque, donc c'est la raison pour laquelle j'avais du mal à être à Toulouse ce matin. Hier, il y avait une réunion qui était organisée par Green Cross France sur justement la question de l'adaptation, de la résilience, du rôle des territoires par rapport à ce changement climatique et à l'impact que ça a et que ça aura encore, évidemment, et de plus en plus dans les années et les décennies qui viennent. Et l'intérêt de cette réunion à laquelle j'ai participé hier, c'est que précisément, elle donne sa place aujourd'hui aux scientifiques et elle permet aux scientifiques d'être des partenaires actifs dans le cadre du débat nécessaire qui doit s'ouvrir autour de cette question des ressources en eau, de leur utilisation, de leur préservation, de la détermination des politiques publiques adaptées, donc des choix qu'il faut faire et des compromis qu'il faut trouver, de l'optimisation qui est nécessaire en matière de ressources en eau. Donc pouvoir s'appuyer sur des chiffres qui sont ceux du GIEC aujourd'hui, ça donne effectivement un poids important aux hydrologues quand ils ont pu prendre en compte ces éléments-là pour construire des scénarios qui sont ensuite mis sur la table et qui sont donc des données objectives qui viennent alimenter le nécessaire débat public autour des choix collectifs qu'il faut faire en matière de ressources en eau. Cette question de la ressource en eau, est-ce que sur le plan de la, on va dire même géopolitique aujourd'hui, c'est un axe majeur dans la discussion entre les États, puisque je rappelle, vous êtes au Centre international de l'UNESCO sur l'eau, donc j'imagine que c'est une question également d'enjeux diplomatiques, de discussion intra-État. Oui, c'est un enjeu diplomatique absolument. D'abord, enfin, il faut savoir que les questions de l'eau sont des questions essentielles dans le contexte de l'UNESCO. L'UNESCO a un de ses grands programmes, et il n'y en a pas un nombre infini. Un de ses grands programmes, c'est le programme hydrologique intergouvernemental. Et donc, la question de l'eau fait, dans un contexte qui est celui des Nations Unies, l'objet de discussions entre États. Mais plus concrètement, je dirais, c'est effectivement un sujet qui est un sujet majeur dans la mesure où le nombre, par exemple, d'aquifères partagés est absolument considérable sur toute la surface de la planète. Et donc, des aquifères partagés, c'est une ressource partagée. Et donc, c'est la nécessité de discuter, de travailler pour trouver des solutions qui permettent l'exploitation de cette ressource qui est indispensable à nos sociétés, tant sur le plan de la vie des individus que sur le plan économique. Donc, par exemple, si je prends le cas d'un continent que je connais bien, qui est le continent africain, vous avez des grands aquifères qui sont partagés entre plusieurs pays. Vous avez des grands bassins hydrographiques qui sont partagés entre plusieurs pays. Je prends par exemple le bassin hydrographique du Niger, il est partagé entre 9 pays, et dans certains de ces pays, comme le Mali, le Niger, qui sont des pays sahéliens, cette ressource en eau, c'est tout, c'est la vie, et donc la nécessité est absolue pour ces États de parler entre eux, de s'entendre et de trouver des solutions pour une exploitation partagée de cette ressource.
Allez, je fais circuler la parole. Je rappelle que vous pouvez là aussi, tout au long de cette table ronde, envoyer vos commentaires et vos questions via les réseaux sociaux. On fera tout à l'heure un jeu de questions-réponses avec tous nos invités. Benoît Messignac, est-ce qu'il y a quelle est la réalité de cette problématique de l'eau sur nos territoires aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut dire il y a différentes problématiques, on le voit, les Charentes-Maritimes, je parle de territoire français, il y a des endroits où on va manquer d'eau, il y a d'autres endroits où on est plus à l'aise, je dirais, par rapport à tout ça. Il y a des événements climatiques qui touchent différents coins et on connaît l'arc méditerranéen, etc. Donc, quelle réalité aujourd'hui et quelle réalité à l'échelle de 50 ans pour nous ? Alors, il y a plusieurs aspects. Je ne suis pas spécialiste de tous les aspects, mais je vais vous en présenter quelques-uns. Christophe, je pense que tu pourras réagir aussi sur d'autres aspects. Alors, tout d'abord, sur la question... donc, les territoires n'ont pas la même exposition au risque climatique. Alors, souvent, lorsqu'on évalue ce qu'on appelle le risque climatique, il y a 3 composantes dedans. Il y a ce qu'on appelle l'aléa climatique, ce sont les phénomènes, par exemple l'augmentation des pluies diluviennes, comme disait Christophe. On peut aussi parler de la hausse du niveau de la mer. Donc tout ça, ce sont les aléas climatiques. Et ensuite, les populations et les territoires sont plus ou moins exposés à ces aléas. Typiquement, un territoire qui se trouve au bord de la mer est exposé à la hausse du niveau de la mer, alors qu'un territoire qui est à l'intérieur des continents ne va pas l'être. Et ensuite, en fonction de l'exposition, on a aussi ce qu'on appelle la vulnérabilité. C'est la capacité des territoires et des populations à répondre à cette exposition. Est-ce qu'on est capable de changer, par exemple, créer des digues pour se protéger de la hausse du niveau de la mer ou changer l'évacuation des eaux lorsqu'on veut se protéger des pluies diluviennes ? Donc chaque territoire, selon son exposition et sa vulnérabilité, n'a pas le même niveau de risque en fonction des phénomènes climatiques. Donc là, vous parliez dans le cycle de l'eau, on a cette exposition aux pluies diluviennes et aux sécheresses, en particulier pour les territoires continentaux, mais aussi les territoires côtiers. Et puis les territoires côtiers sont aussi exposés dans le cycle de l'eau à la hausse du niveau de la mer. Parce que toute cette eau, dans les modifications du cycle de l'eau et du cycle de l'énergie, les deux sont couplés à travers des choses comme l'évaporation, font augmenter le niveau de la mer, et donc on a aussi une exposition supplémentaire du littoral. Alors moi je suis plutôt spécialiste de ces questions de hausse du niveau de la mer. Juste par exemple pour les précipitations, un élément à savoir, aujourd'hui ce qu'on voit dans les prévisions, c'est que au-dessus d'une ligne à moyenne latitude, les précipitations vont augmenter fortement, et en dessous les précipitations vont diminuer. Aujourd'hui, où se situe cette ligne ? C'est quelque chose de compliqué, les modèles ne sont pas tous d'accord, les observations nous montrent des évolutions. On sait que cette ligne se situera entre Paris et Madrid, c'est pas encore très clair. Mais ceci montre que tous ces territoires-là vont avoir des variations assez fortes dans leur hydrologie et donc vont être exposés à cet aléa. Pour les régions côtières, on ajoute aussi l'exposition à la hausse du niveau de la mer, et donc c'est le cas en particulier en Occitanie. Et là, on a aussi une exposition qui peut être assez forte, et comme l'aléa climatique, lui, comme vous l'avez probablement vu dans les projections, est peut-être sévère dans le cas d'un scénario où on ne diminue pas drastiquement les gaz à effet de serre. On parle d'une hausse du niveau de la mer de l'ordre de 1 mètre. 1 mètre à l'horizon de 2100, c'est quelque chose qui peut être sévère pour l'ensemble des communautés qui se situent en bord de mer. Là vous parlez du littoral méditerranéen, quand vous parlez de... Alors, là, je parle en global. C'est 1 mètre en global. On a des variations régionales qui sont de l'ordre de plus ou moins 30% dans le monde. Et quand on parle en France, sur la région française de métropole, on est de l'ordre de la hausse globale, un petit peu au-dessus. Donc, lorsqu'on parle d'1 mètre, c'est à peu près ce qu'on peut attendre dans un cas en France, si on ne réduit pas drastiquement les gaz à effet de serre, à la fois sur la côte atlantique et sur la côte méditerranéenne. Ça veut dire que ça touche combien de populations ? Qu'est-ce que, dans les projections, à peu près ? Alors, dans le monde, ça touche des centaines de millions de personnes. C'est une projection la semaine dernière de personnes déplacées par le réchauffement climatique, c'est aux alentours de 250 millions d'habitants, mais pas pour le niveau de la mer. Et pour le niveau de la mer, on parle plutôt de la centaine de millions de personnes à l'horizon de 2100. Pour 2 raisons. D'abord parce qu'on augmente l'exposition, puisqu'il y a des flux migratoires vers les côtes assez fortes. Donc naturellement, les sociétés humaines sont largement exposées. Beaucoup de gens vivent près des côtes, parce qu'il y a beaucoup de ressources pour la vie, bien sûr. Mais à cause des flux migratoires d'ici 2100, on augmente l'exposition. Donc vous avez une sorte de trajectoire de collision. À la fois l'aléa climatique
devient plus sévère au fur et à mesure que le temps passe, et les flux migratoires augmentent l'exposition des populations. Sur la côte métropolitaine, l'exposition est plus faible que la moyenne parce qu'il y a assez peu de terres basses. On compte beaucoup la Camargue, le Marais Poitevin, bon, toutes ces régions côtières, mais c'est moins exposé que sur les dom-toms. Les dom-toms sont beaucoup plus exposés, il y a de nombreuses îles basses et les dom-toms sont bien plus exposés. Ils sont plutôt proches, plus au-delà de la moyenne internationale. Christophe Cassot, vous voulez rajouter quelque chose sur ce sujet-là ? Vous voyez hocher de la tête un peu. Oui, tout à fait. Juste pour compléter un petit peu ce que dit Benoît sur ces changements de cycle de l'eau, en particulier sur la France. La France est située dans une zone assez complexe où, comme l'a dit Benoît, justement, cette ligne de zéro entre excès de précipitation ou augmentation des précipitations et diminution de précipitations se trouve en fait au niveau de la France. Quand on regarde en moyenne sur l'ensemble de l'année, dans ce nouveau rapport, on a un focus particulier sur les saisons. Et en fait, même si le niveau moyen, le niveau annuel des précipitations ne change pas énormément sur la France, on n'est pas attendu, on n'a pas un gros changement sur la France, en termes de saison, il y a une signature qui est très forte avec une accentuation de la saisonnalité. Ça veut dire des hivers qui sont plus pluvieux, en particulier sur le nord de la France, et des étés qui sont plus secs et plus longs sur le sud de la France. Et quand je dis plus sec et plus long, donc c'est des événements de sécheresse ou d'aridité, sécheresse agricole, sécheresse écologique qui sont aussi plus renforcés, mais qui peuvent masquer l'occurrence d'événements extrêmes type pluie diluvienne. Donc en fait, on a une accentuation du cycle de l'eau dans tous ces compartiments. Et ça, c'est quelque chose qui est très clair, qui est quelque chose qui est déjà détectable aujourd'hui et qui est en fait un avant-goût de ce qui va se passer. Et quel que soit le niveau de réchauffement, bien sûr, il sera plus fort si le niveau de réchauffement est élevé, les changements seront plus forts, mais déjà, pour un changement de 1,5 degré, en moyenne globale sur la planète, on a une intensification de ce cycle saisonnier des précipitations qui est marquée. Valérie Desmarais, donc je me tourne vers vous. Comment la science, comment les chercheurs accompagnent, et on y reviendra aussi, et on ira voir Eric Sarva également qui est avec nous à distance, comment on accompagne les prises de décision sur, on l'entend bien, la chronique d'une catastrophe en série annoncée, je dirais, qu'est-ce qu'on fait, notamment sur nos habitudes de consommation, sur l'alimentation, sur l'agriculture, sur l'industrie, puisque l'eau est partout. Oui. Donc, d'abord, j'aimerais introduire un terme, c'est que l'eau est une ressource, certes, mais c'est également un bien commun. Voilà. On n'a pas trop entendu ce terme jusqu'à présent et ça me paraît essentiel. Elle doit être effectivement partagée de manière équitable entre tous, mais elle doit être également protégée par tous. Voilà. Donc ça me paraît une notion importante. Ensuite, un autre point, mais ça c'est mon filtre maître de conférence, je vous remercie en tout cas pour cette journée, et il faut continuer à former, informer. Quand j'entends effectivement des jeunes, ou 50% des jeunes, on en parlait ce matin, qui pensent qu'il n'y a rien à faire, je me dis, on a encore du travail sur la planche. Voilà. Parce qu'il y a des choses à faire. Oui, bien sûr, il y a des choses à faire. C'est quand même le message de cette journée, parce qu'on dit beaucoup de choses. Il y a des choses à faire. On fera circuler, mais on est tous d'accord là-dessus. On s'est eu au téléphone avant. On est tous d'accord pour dire il y a des choses à faire. Donc, pas de catastrophisme non plus. Il faut agir, mais maintenant. Donc, voilà, tout à fait. Ensuite, juste un chiffre. Vous parliez un petit peu de la situation dans le grand sud-ouest. Cet été, déficit de l'eau, 200 millions de mètres cubes. Dans 50 ans, l'équivalent d'1 milliard de mètres cubes d'eau en déficit sur le Grand Ouest, soit l'équivalent de 50% de notre consommation. Donc je pense qu'on n'a pas besoin de faire de grands discours pour comprendre l'urgence de la situation. Voilà. Ensuite, que peuvent faire les scientifiques ? Donc il y a plusieurs points. D'abord, pour proposer des solutions, il faut déjà se mettre d'accord sur un diagnostic, qu'on ait tous un diagnostic partagé. Et pour ça, on a besoin de discuter entre nous. Donc, les scientifiques ont besoin de travailler, et ça c'est un terme qui tourne beaucoup au sein des laboratoires en ce moment, c'est l'interdisciplinarité. C'est-à-dire qu'il faut se mettre autour de la table avec des acteurs, évidemment, publics, privés, mais les chercheurs, entre eux, doivent se mettre autour de la table, c'est-à-dire qu'on doit discuter avec des climatologues, des hydrologues, des agronomes, des écologues, des sociologues. Donc, on a vraiment besoin, pour arriver à trouver une réponse, d'interdisciplinarité. Donc ça, c'est une première posture scientifique qui me paraît importante. Ensuite, il faut
être capable de faire un diagnostic. Et pour ça, alors là, je vais revenir sur les données, parce que c'est pour moi l'enjeu majeur des décennies à venir. Des données, elles vont nous aider à faire un diagnostic. Et jusqu'à présent, effectivement, alors on a des données, il y en a un certain nombre, mais les scientifiques se heurtent à deux verrous. Soit elles existent et elles sont inaccessibles. Donc, si je vous donne un exemple, moi j'ai essayé de récupérer des données auprès des ministères, 1 an pour signer une convention. Donc, vous voyez, là, la lenteur, un petit peu, où elle peut se situer également. C'est qu'on a un problème d'accessibilité à la donnée. Donc, ça, c'est des verrous qu'il faudrait arriver à lever assez rapidement. Ensuite, parfois, la donnée, elle n'existe pas. Donc, quand elle n'existe pas, eh bien, ça, c'est Eric Servat qui pourra en parler. Eh bien, on met en place des observatoires pour acquérir cette donnée. Parce que je pense que fondamentalement, on ne va pas changer les équations des modèles maintenant. La physique, on la connaît bien, l'agronomie, la biologie, on la connaît. Par contre, ce qui permet d'améliorer les prévisions des modèles, et ça, peut-être que Christophe pourra le confirmer, pourquoi les modèles météo sont meilleurs enfin voilà, on va dire que parfois il y a des incertitudes, mais ils s'améliorent. Pourquoi ? Parce qu'on a rajouté encore plus de données et des données encore plus précises. Voilà. Donc plus on améliore, plus on alimente les modèles et meilleurs seront les résultats. Voilà, donc ça, c'est un enjeu important, c'est l'acquisition de la donnée et la mise à disposition de la donnée. Et puis peut-être 2 mots avant de passer la parole sur l'observation spatiale, parce que c'est quand même ma thématique de prédilection et celle notamment du laboratoire. Jusqu'en 2017, en fait, on avait des satellites d'observation de la Terre, mais qui étaient peu accessibles au public et puis qui ne répondaient pas aux enjeux, notamment aux enjeux de la gestion de l'eau. Depuis 2017, grâce au programme européen, qui est le programme Copernicus, et un capteur, enfin des capteurs qui s'appellent Sentinel, en fait, on observe tout point du globe, tous les 5 jours environ, à 10 mètres de résolution. Et ces données, elles sont accessibles en accès libre. Et alors là, ça ouvre un champ des possibles sur la gestion de l'eau, pour plusieurs raisons. Mais parce qu'on a de la donnée objective qui vient de manière récurrente, à haute résolution spatiale, une bonne précision spatiale. Donc ça, c'est très intéressant pour nous, pour alimenter nos modèles. Et puis, un point important, ce sont les données en accès libre. Donc ça veut dire que ça va autoriser quelque part le transfert de la connaissance, le transfert des outils vers les acteurs qui en ont besoin. Jusqu'à présent, les données satellites elles restaient au sein des laboratoires, voilà, on faisait tourner nos modèles, on publiait. Sauf que là, maintenant, comme elles sont accessibles, en fait, ça permet aux chercheurs de discuter avec les acteurs et de transférer des outils, transférer des méthodes, notamment auprès des gestionnaires de l'eau. Voilà. On va en parler de la gestion de l'eau, mais vous parliez de la question de la donnée. C'était crucial, effectivement, pour avancer. Eric Servat, vous êtes toujours avec nous en duplex sur cette question d'obtenir un maximum, finalement, d'informations, la gestion des données. Qu'est-ce que vous pouvez compléter ou réagir aux propos de Valérie Desmarais ? Je pense que Valérie a tout à fait raison. Il est essentiel de disposer de données. Alors, certes, en France, tout n'est pas parfait, mais quand je compare finalement à un certain nombre d'autres endroits sur la planète, je me dis qu'on n'est pas si mal. Le système en France est organisé avec des agences de l'eau, avec un certain nombre d'acteurs qui sont des acteurs importants, responsables, qui permettent de mettre en place des dispositifs de collecte d'informations. Là où je suis absolument d'accord avec ce que disait Valérie, c'est que parfois c'est toujours trop long pour obtenir l'information qui nous est nécessaire. Mais et ça c'est vrai. Alors si je me permets juste, je prends mon côté international. Quand on constate par exemple que dans de trop nombreux pays, notamment sur le continent africain, il y a eu un effondrement absolument effrayant et de cette capacité à collecter l'information depuis plusieurs décennies aujourd'hui. Et donc, alors que ce continent va être peut-être celui qui sera le plus impacté, parce qu'en plus, disposant du moins de moyens et de capacités à réagir, donc celui qui va être le plus impacté par le changement climatique, toute cette nécessité d'observation et de collecte d'informations est passée quasiment à la trappe dans beaucoup de domaines, et en particulier dans le domaine de l'eau. Donc c'est vraiment un constat
qui est effrayant. Mais voilà, collecter l'information. Alors ce que je crois aujourd'hui, c'est qu'il faut être en mesure peut-être de collecter aussi une information dont on ne disposait pas suffisamment auparavant, et de la collecter à travers d'autres moyens. Aujourd'hui, on développe des capteurs différents, on développe des capteurs passifs, on développe des capteurs plus nombreuses que ce qu'elle était auparavant. Donc il y a différents moyens pour compléter notre connaissance de ces systèmes qui de toute façon est la base pour construire quoi que ce soit au regard des problèmes auxquels nous avons à faire face. Je vais me tourner maintenant, merci Éric Servage, vers vous Guillaume Choisy. Donc tout converge vers vous finalement en tant que directeur général de l'agence à Dour-Garonne. On voit bien que ça va être, on va dire, un enjeu capital pour les générations proches de nous, de nos enfants et petits-enfants. À l'agence, récemment, donc c'est tout neuf, vous venez de signer donc la projection pour les prochaines années, en tous les cas le plan d'action. Ça a été signé mercredi. Quelles ont été les priorités? Sur quoi vous mettez l'accent? Sur cette gestion des ressources en eau pour les deux grandes régions du bassin Dour-Garonne. Alors, d'abord, c'est vrai que pour l'agence, on n'est pas le seul acteur. On est peut-être un assemblier sur les thématiques de l'eau, mais on ne serait rien s'il n'y avait pas des collectivités, s'il n'y avait pas des acteurs et le monde scientifique et le monde économique de l'autre côté pour agir. Et la question de la donnée, je voulais juste revenir un peu avant sur cet enjeu-là. C'est un enjeu effectivement essentiel. En France, on collecte 21 millions de données, l'ensemble des agences. Alors on rassemble plus exactement 21 millions de données sur l'eau. C'est 200 millions d'euros qui sont investis dans les études et dans les données chaque année en France. Donc c'est considérable. Et il faut probablement, moi je souscris, effectivement, il faut qu'on évolue sur ces systèmes-là. On a aussi des évolutions technologiques et techniques à évoluer là-dessus pour rationaliser et pour optimiser et développer cela, parce qu'on a encore besoin de la donnée pour pouvoir agir. C'est une donnée pour nous essentielle pour pouvoir agir et pouvoir se projeter sur des actions à mettre en œuvre, la priorisation. Parce qu'on a déjà des conséquences sur le changement climatique. Et pourquoi aujourd'hui on a passé à un nouveau cap, probablement aussi important, les délibérations qu'on vient de prendre, de réinvestir sur l'eau et sur l'investissement sur les générations à venir, sur la sécurisation des différents usages de l'eau. Ça a été évoqué comme un enjeu primordial tout à l'heure. C'est effectivement un enjeu primordial, probablement aussi important que dans les années 50, quand il a fallu apporter l'eau potable dans chacun des foyers. On est probablement à une mutation sur l'eau du même ordre, et la connaissance est importante pour pouvoir mettre les bons outils et les bonnes décisions sur les territoires, et elles sont probablement beaucoup plus diverses que ce qu'elles ne ça a été par le passé, en fonction des territoires, en fonction de l'absorption des territoires et leur capacité de résilience face au réchauffement climatique. On voit aujourd'hui que sur l'eau potable, 60% du bassin Dour-Garonne est alimenté en eau potable par des nappes et des rivières de surface. Aujourd'hui, on a parfois des eaux qui dépassent les 30 degrés, avec toutes les incidences que ça peut porter en termes... 32 degrés, ouais. Donc avec toutes les incidences que ça peut apporter en termes de qualité. Donc on sait sécuriser, mais jusqu'à un certain point, et c'est fait partie d'aujourd'hui des choses sur lesquelles il faut qu'on anticipe face au réchauffement climatique pour sécuriser ces choses-là. Alors on a déjà fait beaucoup en termes d'économie d'eau. On a économisé entre 2003, l'année la plus sèche et la plus chaude au début du siècle, on a consommé sur le bassin Dour-Garonne 2,7 milliards de mètres cubes. 2019-2020, les deux années les plus chaudes, on a consommé 1,9 milliard. Ça veut dire qu'on a presque économisé un tiers. On a économisé 800 millions de mètres cubes. 100 millions de mètres cubes sur l'eau potable. Avec 1,5 million d'habitants supplémentaires, on arrive à plus de 8 millions sur le bassin Dour-Garonne. Donc ça, c'est des économies d'eau dues aux efforts des citoyens. On a économisé 300 millions de mètres cubes d'eau sur l'industrie. Ça, c'est parce qu'on a des systèmes de production et de refroidissement dans le domaine industriel avec des process qui ont énormément évolué en termes de technologie. Et on a économisé 400 millions de mètres cubes d'eau sur l'agriculture. Probablement 150 millions de mètres cubes d'eau dû à l'évolution des pratiques et à peu près 250 à 300 millions de mètres cubes d'eau dû à une police de l'eau beaucoup plus forte. Donc ça, c'est des évolutions qui sont majeures, mais sur les 10 prochaines, 15 prochaines années, on ne peut décemment pas se fixer un objectif d'aller au-delà des 10% en termes d'économie d'eau. On sait économiser de l'eau, mais je pense qu'on ne pourra pas demander aux citoyens, aux industriels, d'économiser les mêmes proportions que ce qu'ils ont fait. Donc il faut qu'on change de paradigme, d'où la décision d'hier.
Alors justement, la décision d'hier, c'est laquelle? Et concrètement, ça va changer quoi pour nous, quoi, alors ça va changer qu'on a décidé, qu'on se donne aujourd'hui avec les établissements publics par sous-bassin, hein, pour le Tarn et l'Aveyron, pour la Garonne, pour l'Adour, de se donner sur les 6 prochains mois les investissements les plus prioritaires à faire. Alors en termes de zones humides, parce qu'elles réalimentent les rivières, en termes d'évolution aussi de filières agricoles, parce que on a un problème en agriculture. L'irrigation peut résoudre un certain nombre de sécurisations, mais ne peut pas résoudre tout. Et les sols doivent évoluer dans leurs pratiques pour mieux stocker l'eau, autant sur les périodes d'inondation, parce qu'on a parfois des fortes précipitations, que l'été, pour résilier mieux à des longues périodes de sécheresse sans pluie. Donc ça, il y a une évolution des pratiques des sols avec des couverts végétaux, des systèmes de micro-pratiques qui permettent d'évoluer en termes de pratiques agricoles sans dénaturer l'activité économique, sans forcément être non plus complètement tous en bio. Et puis on a aussi des enjeux liés aux infrastructures, donc c'est-à-dire les gravières, comment on peut utiliser les gravières qu'on a utilisées pour pouvoir construire dans le bâtiment, qui sont généralement au cours des cours d'eau, comment on peut mieux les utiliser pour réalimenter les cours d'eau en été, comment on peut aussi réalimenter les nappes pour qu'elles se remplissent mieux dans des périodes de sécheresse plus longue, comment on peut aussi utiliser les nombreuses retenues, on le voit par les aspects satellites, on a un certain nombre de retenues déjà créées sur le bassin Adour-Garonne, notamment pour l'agriculture, qui ne sont pas toujours utilisées. Il y en a près de la moitié qui sont aujourd'hui non utilisées, comment on peut les reconnecter et les réutiliser. Et puis enfin, on a fait une étude qui a été menée par les inspections d'État sur les retenues hydroélectriques, comment on peut les réutiliser ou mieux les utiliser pour le d'étiage. Et là, c'est aussi une offre qu'on estime à 320 millions de mètres cubes. Donc une partie, on a un déficit estimé à 2050 d'1,2 milliard sur le bassin Adour-Garonne, ça en fait une partie. Mais c'est ce mix de solutions, autant les solutions fondées, ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature, que les réinvestissements, qui vont nous permettre de pallier et de sécuriser les différents usages de l'eau. Et malgré tout, je pense qu'on aura à terme besoin, sur certains territoires, de revoir les débits d'objectifs, parce qu'on aura de toute façon du mal à maintenir l'ensemble des débits d'objectifs et débits des rivières actuelles. Ce qui impliquera quoi pour ces territoires-là, concrètement pour eux? Alors, ce qui peut impliquer une évolution de la biodiversité, mais ce qu'il faut qu'on arrive dans cette stratégie, c'est de sécuriser, c'est-à-dire qu'en anticipant, il nous reste aujourd'hui, on estime 10 ans pour mettre en œuvre ces solutions, réinvestir. Sinon, on va subir ces enjeux-là. Et derrière, si on n'arrive pas à faire ces investissements, ça veut dire qu'en termes d'aménagement du territoire, en termes de capacité à maintenir une économie, ça va toucher l'économie, ça va toucher l'aménagement du territoire, ça va toucher aussi notre capacité de vivre ensemble sur ce territoire comme on le fait aujourd'hui, en adéquation entre l'environnement et le développement urbain, social et économique. Valérie Desmarais, comment vous accompagnez justement cette projection avec moins d'eau? Comment fait-on? Donc, moi, je travaille surtout sur les aspects utilisation de l'eau pour l'agriculture. Donc, il y a des outils aussi qui ont été mis en place suite aux assises de l'eau, qui sont les projets de territoire pour la gestion de l'eau, auxquels moi je crois beaucoup. C'est-à-dire ce sont des projets qui mettent à l'échelle d'un territoire. Alors, il faut savoir ce qu'on met derrière la notion de territoire. Donc, la gestion de l'eau, elle ne se fait pas à l'échelle d'un département. Les limites de département, ça n'a pas de sens. Elle doit se faire à l'échelle d'un bassin versant, donc d'une surface qui est drainée par le cours d'eau et ses affluents, avec un exutoire. Là, ça a du sens d'un point de vue hydrologique. Donc, ces projets, ils sont impulsés pour faire travailler différents acteurs, les DRAV, l'agence de l'eau, les chambres d'agriculture, mais les scientifiques. Donc là, moi, je participe à un projet de territoire Garonne-Amont. Et donc là, on est en train de travailler tous ensemble pour savoir, premièrement, quel diagnostic on peut faire. Et à partir de là, on va proposer, donc j'en viens à votre question, des solutions. Donc on a des modèles à notre disposition et on peut tester différentes trajectoires. Une question qui peut se poser, et je sais que c'est très très sensible, c'est l'utilisation du maïs dans la région, par exemple. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce qu'on peut réfléchir à des évolutions de pratiques, changement de type de culture, tout en, évidemment, sécurisant les revenus, notamment des agriculteurs, et en maintenant une eau potable avec de haute qualité, et en maintenant notamment pour l'Occitanie, le fonctionnement, tant qu'elle est là en tout cas, de la centrale nucléaire, parce qu'il faut savoir que Golfech est arrêté régulièrement parce qu'il n'y a pas assez d'eau dans la Garonne. Depuis 2019. Hein ? Depuis 2019. Et donc, en fait, oui, on a des outils. Donc, le premier outil, c'est vraiment la concertation.
Ça, c'est un point essentiel. Donc, les données, on y revient, et les modèles. Donc, on utilise des modèles pour faire des projections. Du coup, on risque pas trop grand-chose, mais ça permet d'évaluer des tendances. Voilà. Après, il y a d'autres solutions, mais je peux peut-être laisser la parole à d'autres aussi. Non, mais dans les solutions, parce que vous parlez de l'agriculture, c'est vraiment c'est un des sujets les plus C'est un des secteurs impactés. C'est pas le seul. mais ça veut dire aussi que nous, consommateurs, on a un rôle dans le cycle de l'eau. On a notre part du gâteau à avoir aussi. Ah ben, vous pouvez donner votre avis sur les modes de production, sur effectivement comment se renseigner sur comment est produit tel ou tel type de céréales, etc. D'où elle vient, quelles sont les pratiques. Donc ça, effectivement, le citoyen doit avoir un œil sur tout et avoir un avis éclairé, évidemment, sur tout. Donc ça, c'est le rôle des scientifiques. Ouais. Je vous pose ça parce qu'on a fait de la table ronde précédente, on a beaucoup parlé de la notion d'acceptation, on va dire des décisions qui sont prises entre le politique et les données scientifiques qui sont les vôtres. Éric Servat, sur cette notion de bien commun qu'on évoquait à l'instant concernant l'eau et d'acceptation, ou tous les cas de changement de pratique pour préserver ce bien commun. Un commentaire là-dessus. Oui, pour Est-ce moi, qu'il y a des actions urgentes à part gérer pour l'instant ce trésor ? Déjà, le gérer au mieux, c'est une action urgente et elle est nécessaire. Mais sans ça, je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire que moi, je crois beaucoup à la concertation. Alors certes, cette concertation, elle se déroule alors, Éric dans Servat, sur la Oui. concertation, on a bien vu qu'il y a des dossiers qui sont sur l'eau extrêmement sensibles, notamment dans nos régions. Donc, on voit que c'est les intérêts immédiats et les perspectives en fonction de la préservation de la ressource sont des intérêts très compliqués à mettre en place. Oui, je suis d'accord avec ça, mais c'est pas parce que le problème est difficile qu'il faut l'éviter. Et de toute façon, sur un sujet aussi crucial que l'eau, que la disponibilité de l'eau pour les uns ou pour les autres, à titre personnel, à titre d'activité économique, etc., cette concertation, elle est absolument indispensable, même si elle s'inscrit dans un contexte qui est difficile. Il faut arriver à sortir sur ce sujet-là d'un certain nombre de radicalités qui s'expriment trop facilement. Le compromis, c'est un art, ça n'est pas une reculade, c'est un art nécessaire et difficile. Et je pense que en la matière, précisément, il faut avoir cette sagesse. Il faut, Valérie expliquait tout à l'heure qu'il faut continuer à former. Oui, il faut former parce que en formant les gens, notamment à cette question de l'eau, on leur donne la capacité de comprendre les problèmes et donc d'accepter de discuter et de sortir d'un certain nombre de positions qui sont des prises de position beaucoup trop radicales, beaucoup trop brutales, pour permettre d'arriver à une solution qui soit partagée. Alors moi, je crois vraiment à cette nécessité de partage. Il n'y aura pas de solution qui sera viable sur le moyen long terme si elle n'est pas acceptée par tout le monde. Donc il faut se mettre autour de la table, il faut entendre ce que disent les autres, il faut entendre quelles sont les contraintes qu'ils ont à subir, et à partir de là, il faut essayer de trouver la solution qui puisse être partagée par tous. Si ça n'est pas le cas, ça n'est pas une bonne solution. Alors, là, sur ce sujet-là, il y a plusieurs... Guillaume Choisy, vous voulez réagir à ça ? Oui, parce que je pense qu'on suit déjà aujourd'hui sur le bassin d'eau Garonne plus d'une trentaine de projets de territoire. On va en mettre en place 88 d'ici 2024. Donc c'est colossal. Et on voit que effectivement la capacité de dialogue est essentielle. Et hier, on a adapté en comité de bassin un projet de dialogue apaisé, donc une charte qui part effectivement où on est nécessité de partir sur un diagnostic, que ce soit porté aussi par des élus. Aujourd'hui, nous on aide à condition que ce soit porté par des élus. C'est-à-dire que l'époque où c'était l'association des agriculteurs de la ZA du coin qui portait un projet de retenue, c'est dépassé, ça n'a aucune chance d'aboutir parce qu'on doit le raisonner dans un système de multi-usage porté par des élus qui ont la compétence, et aujourd'hui c'est les élus locaux, notamment les EPCI, qui ont la compétence de la gestion des milieux aquatiques, et c'est important qu'ils remplissent leur rôle et qu'ils assument pleinement leur rôle, et c'est un facteur essentiel à la réussite. On a besoin aussi des scientifiques pour objectiver les solutions, pour accompagner, c'est un passage essentiel. Il faut étudier l'ensemble des solutions et in fine, regarder pour arriver à l'équilibre de combien on a besoin de stocker d'eau. Et il n'y a pas de tabou, il faut arriver à le suivre, mais c'est pas, on part
pas avec le préalable. On a besoin de stocker tant d'eau pour l'agriculture et regardons comment on construit un projet de territoire autour de ça. Non, c'est pas la bonne méthode. Il faut regarder quels sont les besoins en termes quelles sont les capacités de prélèvement du territoire, quels sont les besoins dans les différents usages de l'eau et comment on résout le problème. Donc on a donné un peu un cadre méthodologique. On est le premier bassin à l'avoir fait. On l'a travaillé. Ça a été discuté et adopté hier en comité de bassin. C'est un enjeu essentiel et l'enjeu scientifique est important et l'enjeu du rôle des élus est important. Et c'est vrai que le préalable est toujours d'enjeu. Autant de dire il faut stocker tant d'eau que dire c'est le maïs qui pose problème. On a des territoires aujourd'hui, on a diminué de 45% la solde de maïs, je pense notamment aux Charentes-Maritimes. On a résolu parfois les problèmes de qualité d'eau, mais pas par rapport à ça. Et dans les rivières, on a aussi les mêmes problèmes. Parce que quand ce qu'il faut travailler, c'est comment on a des sols qui redeviennent vivants, comment on va sur des systèmes d'agroécologie, comment on a des systèmes qui sont beaucoup plus résilients à la qualité de l'eau. Les deux facteurs, pour revenir tout à l'heure sur la question des facteurs, il y en a deux dans le bassin en Haute-Garonne qui sont quand même assez importants. C'est un, effectivement, l'agriculture et l'urbanisme sont deux pierres essentielles. La façon dont on va urbaniser les villes, la façon dont on gère aussi nos pôles de santé, impacte énormément sur les pollutions qu'on retrouve, les micropolluants qu'on retrouve dans la qualité de nos rivières. Et tout autant, je pense que l'agriculture, c'est vraiment deux axes importants, il ne faut pas les dénier. Il y en a d'autres, hein, mais je pense qu'ici, dans un territoire comme le nôtre, en Occitanie, c'est deux axes importants, la façon dont on urbanise et la façon dont on développe l'agriculture. Christophe Cassot, vous voulez réagir sur ces notions-là? Oui, je voulais réagir sur le fait qu'il y a énormément de choses qui se font aujourd'hui. Il y a cette étape de concertation, de dialogue qui est absolument essentielle et d'acceptabilité qui est incontournable. Mais il y a un mot qu'on n'a pas cité ni dans la conférence précédente ni aujourd'hui, c'est cette acceptabilité, elle n'est conditionnée qu'à la justice sociale et à l'équité. Donc il faut embarquer l'ensemble des acteurs dans cet esprit que la transition ne sera pas punitive. On entend ce mot qui est absolument détestable. La transition ne sera pas punitive. Il faut qu'elle soit juste. Si elle est juste, elle est acceptée et on va aller ensemble vers ces schémas de résilience qui ne sont pas des privations, mais qui peuvent avoir plein de co-bénéfices. Alors, dans ce nouveau rapport du GIEC, on montre que, en fait, de limiter certains gaz à effet de serre induit des co-bénéfices qui sont extrêmement rapides et extrêmement discernables à l'échelle de temps, même d'un mandat. C'est-à-dire 5-10 ans, ou de 2 mandats, on va dire. 5-10 ans où on commence à voir les effets, alors en particulier sur la qualité de l'air, sur la biodiversité, sur la qualité de l'eau. Il y a des actions qui sont rapides et qui sont visibles. Et on montre aussi dans ce nouveau rapport que l'inertie du système climatique, grâce à l'accroissement des connaissances que l'on a depuis une dizaine d'années, en fait, cette inertie n'est pas si forte qu'on ne l'imaginait. Dans le sens où les 20 prochaines années ne sont pas écrites par les contraintes géophysiques, on va dire, par les processus qui sont liés au système climatique, parce que le système climatique, il peut réagir vite. S'il y a une action qui est faite, s'il y a une diminution des gaz à effet de serre de manière rapide, il réagit vite. L'inertie, elle vient des sociétés humaines. Elle vient de nos infrastructures. Elle vient de nos modes de vie. Donc aujourd'hui, si on ne raisonne pas dans les choix d'infrastructures que l'on fait sur l'échelle de temps au cours de laquelle cette infrastructure va être utilisée, par exemple la construction d'une route, par exemple la construction d'un barrage, par exemple toute action qui est prise aujourd'hui doit être inscrite dans cette notion d'échelle de temps et d'inertie de notre système sociétal. Et c'est peut-être l'ouverture dans ce rapport du GIEC qui est sombre. Le constat est sombre, mais il nous rend encore plus exigeants parce qu'il nous dit dans ce rapport que voilà, rien n'est écrit parce que le système peut agir vite. Donc, il faut réagir immédiatement. Mais donc, à l'échelle moins d'une génération, puisque c'est ce que vous dites, c'est 2 mandats. J'ai une question qui arrive. Alors, on va ouvrir les questions qui nous arrivent par les réseaux sociaux, mais également dans la salle, s'il y en a. Mais Benoît Messignac, vous aussi, même constat, est-ce qu'on peut agir vite sur on va dire, sur les mers? Est-ce que c'est encore atténuable ?
Alors, oui, tout à fait. Alors, je voudrais justement revenir sur ce qu'a dit Christophe d'un point de vue océan et cryosphère. Cryosphère, c'est l'ensemble des glaces Oui. sur la planète. Et il est très clair que, je voudrais revenir sur ce terme punitif où les gens voient un peu le changement climatique comme peut-être quelque chose qui est là et de toute façon, on aura du mal à le changer. Alors pourquoi les gens voient ça? C'est essentiellement lié à la composante la plus lente du système climatique, à l'océan et à la cryosphère. Il faut être très clair, un monde à 2 degrés n'a rien à voir avec un monde à 4 degrés. Pourquoi est-ce qu'on veut rester à 2 degrés? C'est parce qu'à 2 degrés, il y a des géants dans le système climatique qu'on ne veut pas réveiller. Le système climatique a ce qu'on appelle des effets seuils, donc on en connaît 2 très importants, qui sont les calottes polaires et le permafrost. Ces effets seuils, on sait que par exemple pour les calottes polaires, lorsque le réchauffement atteint un certain niveau, on déclenche des pertes de masse dans les calottes polaires qui vont faire augmenter le niveau de la mer, même si dans le futur, on arriverait à réduire le réchauffement. Une fois que c'est déclenché et ça va durer pendant des centaines, des milliers d'années. Et on sait que les futures générations, si jamais on déclenche ces bassins versants, pourraient devoir avoir à gérer des hausses du niveau de la mer de l'ordre de 3 mètres, 4 mètres, peut-être même 5, 6 mètres. Laisser ça à des générations futures, c'est extrêmement difficile à gérer. Déplacer Saint-Denis en France, ce serait extrêmement difficile. Déplacer Londres, déplacer New York, Shanghai. Tout ça, ce sont des choses, ce sont des challenges qu'on ne peut pas laisser aux futures générations. Et ça, c'est quelque chose qui peut vraiment arriver dans un monde à 4 degrés. Un autre problème, c'est ce qu'on appelle le permafrost. On sait que si on fait fondre le permafrost, ce sont ces régions où le sol est gelé à haute latitude. Et dans ces régions-là, on sait que c'est accumulé énormément, se sont accumulés beaucoup de matériel biologique où la microbiologie n'a pas encore consommé pour émettre le CO2. Et on sait que si on fait fondre ces sols-là, la microbiologie va se mettre en route et il y a l'équivalent de 2 fois le CO2 que nous avons nous-mêmes émis. Donc si vous voulez, à 4 degrés, on laisse aux générations futures un système qui s'emballe tout seul. Ils ont même plus, et même si eux n'émettent plus, le système s'emballe. À 2 degrés, on pense qu'on peut contenir largement ce phénomène-là. Alors, je crois que c'est ça qui donne ce sentiment de punition aux gens qui se disent « bon, ben, c'est sur nous que tombe le rôle ». Et je veux rebondir sur ce que disait Christophe, et ça c'est très vrai, c'est aussi bon pour nous d'arrêter tout de suite. Ce que montre le rapport du GIEC et ce qu'on a montré aussi dans le rapport spécial Océan et Cryosphère d'il y a 3 ans, c'est qu'on arrête maintenant, ou on diminue maintenant drastiquement, une trajectoire à 2 degrés. Dans 10 ans, on voit la différence sur le niveau de la mer, sur la température de surface, et peut-être pas encore sur les pluies. Les pluies, ça prendra plus de temps, mais on voit la différence dans 10 ans. 10 ans, c'est rien du tout. Donc c'est aussi un avantage pour nous. Et je pense que ce qu'a dit, je répète exactement ce qu'a dit Christophe, parce que je suis totalement d'accord avec ça. Bien sûr, le constat est difficile, il faut le regarder en face. Par contre, la réponse va beaucoup changer notre avenir court, moyen et long terme. Donc, je crois que, quand vous demandiez tout à l'heure, est-ce qu'on peut faire des choses, je pense qu'il faut faire des choses, tout de suite. Alors, j'ai des questions qui arrivent. J'ouvre. Question qui vient également sur la sobriété du monde des industries, des bâtiments, de l'agriculture, de nos autres citoyens. Est-ce notre seule bouée de sauvetage, m'écrit-on? Est-ce que, Éric Servat, notre façon de vivre plus sobre, est-ce la bouée de sauvetage, sans mauvais jeu de mots, puisqu'on parle de l'eau, évidemment? C'en est une. Oui, sans doute, mais comme le rappelait M. Choisy tout à l'heure, il y a déjà des efforts énormes qui ont été faits en matière de préservation et de réduction de la consommation de la ressource en eau. Donc, je crois qu'on ne peut pas non plus imaginer que ça ne soit que cette solution-là qui fonctionne. Va arriver un moment où, de toute façon, on ne pourra pas aller plus loin, parce que on peut remettre en cause beaucoup de choses, mais il y a un minimum vital, il y a un minimum pour maintenir une économie qui fasse que chacun puisse avoir un mode de vie, enfin un niveau de vie qui soit satisfaisant. Donc c'est une démarche de toute façon qui est nécessaire. Elle atteindra sa limite comme les autres, et à côté, il va falloir trouver d'autres modes de fonctionnement. Il va falloir trouver une concertation qui fasse que on fonctionne autrement. Il va falloir développer des ressources alternatives. On n'en a pas parlé, mais
dans les solutions d'avenir, vous avez des choses comme la réutilisation des eaux usées, vous avez la recharge artificielle des nappes, vous avez donc un certain nombre de technologies sur lesquelles il faut continuer à travailler, qu'il faut développer, parce qu'elles permettent d'épargner la ressource naturelle, de la préserver pour un certain nombre d'usages en tout cas, et elles viennent donc en appui à des démarches qui sont des démarches plus complexes, parmi lesquelles la sobriété, mais pas uniquement. Valérie, justement sur cette question de sobriété, Valérie, parce que l'agriculture c'est quelque chose sur lequel on peut insister également. Est-ce que la sobriété est une manière d'insuffler ou d'éviter finalement du gaspillage, je ne sais pas comment on peut le dire, mais en tous les cas une utilisation de l'eau pas adaptée aujourd'hui aux priorités climatiques? Oui, non, mais comme le disait Eric. Il va s'ouvrir. Comme le disait Eric, c'est un des leviers, c'est pas le seul, mais bien sûr qu'il faut insister. Si on peut être beaucoup plus sobre, il faut le faire. Donc, soit en changeant les pratiques, soit en investissant dans certaines technologies. Il parlait de réalimenter les nappes. Effectivement, ça, c'est des idées qui peuvent être intéressantes. Voilà. Donc, oui, c'est un levier, mais c'est certainement pas le seul. Voilà. Après, moi, je voulais juste revenir sur l'aspect punition. Est-ce que quand on a une maison détruite par les inondations, c'est pas une punition? Est-ce qu'on a une maison détruite par les incendies? Est-ce que c'est pas une punition? Et en fait, il y a quelques années, c'était assez vaporeux cette idée. Mais je ne sais pas si vous discutez avec des gens autour de vous maintenant, mais de plus en plus de personnes quand même connaissent des personnes qui ont subi des dégâts. Donc, je pense que malheureusement, il a fallu peut-être arriver un peu à une avancée un peu rude pour que les citoyens commencent à dire ben oui, effectivement, là c'est du concret. Ma mère, ma grand-mère, mon fils a eu un problème de dégâts des eaux, etc. Donc maintenant, il faut aller vite. Et puis moi, j'ai une petite phrase que j'aime beaucoup. Il paraît que ça vient d'un proverbe africain, je ne sais pas. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Mais il faut quand même marcher assez vite. Pour l'instant, on va rester au niveau de la marche. On a des questions, Alexandre, dans la salle, qui sont Dominique, qui est là avec nous, et on le remercie. Merci Dominique Leglu, je suis la directrice éditoriale de Sciences et Avenir et de la Recherche, et je vous remercie pour toutes ces informations que vous nous donnez. J'ai essentiellement 2 questions. Au tout début, vous avez énormément utilisé le mot de données, mais ça reste extrêmement abstrait pour les citoyens. Quand on dit données, mais de quoi exactement parle-t-on? Et quand on est dans le cycle de l'eau, de quelles données avez-vous besoin? Ça, c'est la première question. La deuxième est pour monsieur Guillaume Choisy, agence de l'eau. Là aussi, vous nous avez cité beaucoup de chiffres. Je ne suis pas sûre d'avoir tout retenu. J'en suis désolée, évidemment. Vous nous avez parlé d'un 1,2 milliard de manque. Je ne sais pas à quelle échéance et qu'est-ce que ça veut dire. Vous avez parlé des sols qui doivent être plus vivants, des réinvestissements. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette question? Merci. Alors, on va prendre la question des données. Qui veut répondre? Allez-y. Je veux bien réagir sur les données. Benoît. Alors, une difficulté qu'on a aujourd'hui, je crois qu'à l'échelle globale, le cycle de l'eau et de l'énergie, on le comprend assez bien pour un certain nombre de raisons. Il y a des conservations d'eau et d'énergie qui font que le système est plus facilement contraignable. On a beaucoup de données satellites, qui est quand même un outil privilégié pour regarder à cette échelle globale. Et aujourd'hui, à cette échelle globale, je pense qu'on commence à avoir une vision d'ensemble, même si il nous manque des pans entiers sur certaines bandes de fréquences, parce que dans le bilan d'eau-énergie, il y a des interactions avec des fréquences dans la lumière. Bon, c'est un peu des détails. Ce qui est important énormément pour nous aujourd'hui, c'est de descendre en résolution, parce qu'on sait que localement, la manière dont se développe le changement climatique, c'est très difficile d'aller comprendre et de faire la différence entre ce qui est une réponse au forçage des gaz à effet de serre et ce qui est la variabilité naturelle du climat. Et pour ça, on a besoin, alors plutôt que de descendre en échelle et donc d'augmenter en résolution nos observations du cycle global eau-énergie. Alors c'est quelque chose que l'on fait. Il y a un grand nombre de projets qui font ça. Bien sûr, ça ne va jamais à la vitesse à laquelle on aimerait. Donc ça, c'est pour observer.
Ensuite, pour observer et pour comprendre le changement climatique. Je pense qu'il y a aussi aujourd'hui tout un nouveau pan qui est en train de s'ouvrir et qui est récent, et on aurait besoin d'accélérer ce domaine-là. C'est pour mieux comprendre l'exposition et la vulnérabilité dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire maintenant pas seulement comprendre l'aléa, mais comprendre le risque auquel, auquel sont exposées les sociétés humaines et puis les écosystèmes. Et pour ça, encore une fois, on a besoin de regarder localement. Et on a besoin d'augmenter la résolution. Donc c'est le cas avec des satellites comme SWOT, qui va être lancé bientôt et qui peut observer des variations de niveau d'eau sur des rivières comme la Garonne. Ça va être une révolution qui arrivera en 2022. C'est aussi vrai avec des satellites de champs de gravité où on regarde des bassins grands comme la Dour-Garonne, où on est capable d'avoir une idée. On a des projets d'ailleurs avec la Dour-Garonne où on est capable de regarder sur l'ensemble du contenu en eau du bassin. Donc on connaît la réserve totale. Et donc aujourd'hui, un des gros enjeux, en particulier avec les satellites, mais c'est aussi la combinaison des données satellites avec les données in situ, c'est pour avoir cette résolution locale et être capable d'apporter une information sur le risque et pas seulement sur l'aléa. Et on le voit dans des gros projets comme le Space Climate Observatory, lancé par le président et porté aujourd'hui par le CNES, où on essaye de combiner les données locales sur les populations et les sociétés avec des données in situ locales et des données satellites pour essayer de voir comment le risque se concrétise pour les populations. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau qui va être relayé au niveau européen par le programme qu'on appelle, dans le cadre de la COP 26, pour l'exercice qu'on appelle le Global Stocktake. Vous savez que dans l'exercice de la COP 21, l'unique manière que la COP 21 a de mettre, disons, la pression sur les parties pour agir, c'est de faire ce qu'on appelle tous les 5 ans un Global Stocktake, c'est-à-dire une revue des améliorations des stocks de carbone dans l'atmosphère, des évolutions d'adaptation des différents pays. Et donc cet exercice qui est fait tous les 5 ans va s'appuyer sur ces données et ces programmes spatiaux qui sont développés au niveau national et international pour pouvoir faire un état des lieux et ramener cet état des lieux à la COP à chaque fois que les nouvelles COP sont engagées, pour pouvoir ensuite mettre une pression sur les États si les engagements n'ont pas été suivis. Valérie, vous voulez compléter Juste sur la donnée? Pour vous donner un petit exemple, parce que la liste des données, il y a beaucoup de données qui existent effectivement, et là je rejoins complètement ce qui vient d'être dit. On a besoin de descendre à l'échelle, de travailler à l'échelle des territoires, et je vous disais pour la gestion de l'eau, c'est plutôt des bassins, des tout petits, des sous-bassins. Donc je vais vous donner un exemple très simple. Il y a 10 ans, je participais à un projet qui s'appelait Maïséo. Donc c'était pour travailler sur l'économie d'eau pour le maïs. Donc avec notamment la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne. Quand j'ai démarré avec eux sur ce projet, l'idée c'était de dire, ben, tiens, en quoi la télédétection, donc l'observation spatiale, peut vous aider. Et j'ai découvert que les surfaces irriguées, par exemple, on ne connaissait pas quelles étaient, où elles étaient et la quantité de surface irriguée. Donc ça c'est juste un exemple, c'est-à-dire que pour pouvoir commencer à prévoir, il faut déjà être capable de diagnostiquer. Et à l'heure actuelle, donc là, grâce aux données Copernicus, on a des programmes qui se mettent en place, notamment sur la France, essayer de produire un service qui permettrait notamment de fournir aux agences les surfaces irriguées. Puis c'est pas fini, c'est-à-dire que quand on a les surfaces, on veut mettre ça en face des prélèvements. Mais actuellement, on ne sait pas pour chaque prélèvement, on connaît à peu près leur origine, et encore, mais on ne sait pas le relier aux surfaces. Donc quand on veut aller vers de la gestion, vous voyez, il y a des verrous comme ça qu'il faut vraiment lever, et on est en train d'y réfléchir. Voilà, c'était pour un exemple. Après, il y a d'autres informations sur les pratiques culturelles, par exemple. Alors, il faut qu'on sache un petit peu quelles sont les pratiques, à quels endroits. Donc c'est ce qu'on appelle, nous, dans le jargon scientifique, la variation spatio-temporelle. Comment ça évolue dans le temps, comment ça évolue dans l'espace. Donc là aussi, il y a les observatoires qui sont là pour nous aider, et les images satellites. Le type de sol aussi, on parle du sol vivant. Là, effectivement, il y a toute une réflexion, il y a beaucoup de projets sur rendre les sols vivants qui permettent effectivement d'économiser de l'eau, par exemple. Voilà. Et puis d'avoir un milieu de meilleure qualité. Voilà, donc ça. Et donc, on a beaucoup de mal. Par exemple, un des verrous, pour nous, scientifiques, quand on travaille sur l'agriculture, c'est le sol, le type de sol, quelle est la capacité de rétention du sol, la résilience des sols. Donc voilà, ça fait partie des sujets auxquels on s'intéresse. Et Guillaume, alors Christophe Cassou, vous vouliez rajouter quelque chose, et après Guillaume, sur les annonces que vous avez faites en volume pour éclairer la question de Dominique.
Oui, je rejoins totalement ce que dit Benoît et Valérie sur cette nécessité de régionaliser en fait les données et de faire du sur-mesure en fait. Voilà, d'avoir une meilleure connaissance de cette variabilité spatio-temporelle, comme on l'appelle dans notre jargon. Et je voudrais insister sur un outil, sur une base de données qui a été mise à la disponibilité de l'ensemble des citoyens par le GIEC. Donc il s'agit d'un atlas interactif qui est disponible sur le site du GIEC. Donc vous cherchez Interactive Atlas IPCC. Vous avez, pour la première fois dans ces rapports du GIEC, il y a une spatialisation, donc une régionalisation des signaux climatiques, à la fois observés et prévus. Et toutes ces données sur ces régions, alors c'est des grandes régions, et par exemple on a l'Europe méditerranéenne, on a l'Europe du Nord, toutes ces données-là sont disponibles sur ce site, provenant de l'ensemble des modèles qui permettent de déterminer les incertitudes, les niveaux de changement en fonction des niveaux de réchauffement. Tout ça c'est disponible et ce sont des données qui sont en fait en amont de ce que racontait Valérie, qui vont être utilisées pour descendre en échelle et avoir la meilleure estimation de cette variabilité spatio-temporelle et des incertitudes, parce que c'est aussi important de prendre en compte l'ensemble des possibles, l'ensemble des futurs climatiques, en particulier pour l'adaptation. Parce qu'il y a des futurs climatiques. Quand on parle de réchauffement de 1,5 degré ou 2 degrés, derrière ce chiffre-là se superpose, Benoît a employé ce mot, la variabilité naturelle du climat, c'est-à-dire cette variabilité spontanée du climat, qui va pouvoir amplifier de manière temporaire, alors temporaire c'est sur 10 ans, 20 ans, qui va pouvoir amplifier le réchauffement à l'échelle régionale. Et donc c'est important de considérer l'ensemble des possibles derrière ces chiffres globaux et à l'échelle la plus fine possible. Guillaume, sur les chiffres que vous avez donnés, les précisions qui sont nécessaires pour les prévisions d'utilisation et de manque futur si on ne fait vraiment rien du tout. Oui, c'est ce qu'on évoquait. Alors, quand j'ai dit 1,2 milliard de mètres cubes de déficit, c'est à horizon 2050, parce que nous on a fait des projections sorties COP21 sur l'ensemble des bassins à horizon 2050, et 1,2 milliard, c'est sur l'ensemble des 6 sous-bassins d'Eure-Garonne. On a 1 milliard, dont 800 millions de mètres cubes consacrés sur l'axe Garonne, qui est celui qui souffre le plus avec la Charente et la Dour. Voilà, donc ça c'est par rapport au débit actuels qui sont, vous savez que pour respecter et préserver la qualité de l'eau, on a des débits à respecter, et ces débits-là, pour pouvoir les respecter, à horizon 2050, il va nous manquer 1,2 milliard. Et aujourd'hui, il nous manque déjà 250 millions de mètres cubes pour les respecter. C'est ce qui provoque des incidences de hausse importante, parfois de température de la Garonne, à 32 degrés. Et c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup parlé de la gestion quantitative de l'eau sur le bassin. Mais c'est intimement lié à la capacité à garder une qualité des eaux. Parce que la qualité des eaux sur notre territoire, elle est liée à pouvoir préserver de l'eau. Et pour ça, on a besoin de préserver de l'eau et réinvestir. Donc quand je disais réinvestir, c'est réinvestir sur des filières, réinvestir sur les sols, dans des zones humides. On a créé l'année dernière avec les régions 3000 hectares nouveaux de zones humides sur le territoire occitan et Nouvelle-Aquitaine. Ces 3000 hectares, ça va permettre de stocker 30 millions de mètres cubes. 30 millions de mètres cubes, c'est 30 fois le projet de Sivins, qui est bien connu ici. On n'avait pas encore cité le nom, comme ça c'est fait, sur le territoire d'Adour-Garonne. Donc c'est considérable. Mais ce n'est pas la seule solution. On a aussi besoin de créer de nouveaux barrages, on a aussi besoin de créer de nouvelles retenues, on a besoin d'optimiser les retenues existantes. Et pour les optimiser, il faut réinvestir, recréer des steppes, parfois pour les réalimenter en sortie d'hiver. Voilà, c'est tout ça, c'est tous ces projets-là qu'on doit maintenant investir. Et si on ne le fait pas dans les 10 ans, si on n'a pas une politique offensive sur les 10 prochaines années pour investir, on sera probablement, à la vitesse où va le réchauffement climatique, dans l'incapacité de pouvoir maintenir l'aménagement du territoire qu'on a ici en termes de développement économique agroalimentaire, en termes d'aménagement urbain. Voilà. Et ça, aujourd'hui, on a deux facteurs qui impactent sur la qualité des rivières. C'est effectivement, on l'a beaucoup dit, l'agriculture. De retrouver des sols vivants, ça permet aussi de mieux absorber. Ce qu'on sait, c'est dans les résultats scientifiques, on vient de mener une étude sur 59 exploitations en Occitanie.
pour définir un peu ce qu'était l'agroécologie et leurs effets. Donc on s'aperçoit que quand on a une rotation de 5 à 6 cultures, quand on a des sols qui ne sont pas nullivers, c'est-à-dire qu'on met un couvert végétaux pour qu'il y ait moins d'érosion, quand on permet de préserver des zones tampons avec des zones humides, on arrive à absorber 5 à 6% d'apport de pesticides supplémentaires. On permet aussi un stockage dans les sols de 10 à 15% supplémentaires. Donc on voit qu'on a des effets. Mais c'est pareil, c'est pas l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire qu'on ne va pas tout résoudre par les sols. Il faut stocker aussi de l'eau naturellement, et ça, c'est des investissements. Tout ça derrière, ça veut dire qu'il faut réinvestir sur des nouvelles filières, sur des nouvelles pratiques, sur des lieux pour recréer ou optimiser, rehausser des barrages, recréer des barrages, réinfiltrer, réutilisation. On a parlé peut-être tout à l'heure, c'était un peu technique. Reuse, c'est quoi la reuse? C'est réutiliser des eaux, et là, c'est une vraie économie. Je pense pas beaucoup, mais dans les 10% d'économies qu'on cible, il y a un vrai potentiel sur redonner à l'usage de l'eau un double usage, c'est-à-dire soit en sortie de stations de barrages, quand ils ont produit de l'électricité, qu'elles puissent donner un autre usage sur les milieux dans la rivière. Et quand elles sont en sortie de station d'épuration, l'eau qu'on a utilisée dans l'industrie ou dans l'eau douche, dans nos WC, etc., qu'on puisse leur donner un deuxième usage, une deuxième vie, et réinvestir sur l'irrigation agricole, sur l'entretien des jardins publics, sur tous ces sujets-là, qu'on puisse redonner une utilisation. Et ça, on aura en novembre prochain avec un bilan, un appel à projet qu'on a lancé avec la région Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, avec les 2 présidents de région, un projet qu'on pourra présenter de certaines collectivités qui sont en train de préparer aujourd'hui des projets assez ambitieux dans le domaine de la reuse, et je pense qu'on sera un territoire en Occitanie très en avance dans ce domaine-là. Alors, on s'en félicite, mais on arrive, nous, au terme de cette deuxième table ronde. Je voudrais conclure avec vous deux, Benoît et puis Christophe plutôt, et Éric Servat qui est avec nous toujours. Un mot pour conclure avec vous, Éric Servat. Moi, je fais partie de la génération où on préservait l'eau. On nous apprenait à l'école à se laver les dents en fermant notre robinet. C'était le début des petits gestes du quotidien. Mais aujourd'hui, quelles sont ces multitudes de gestes que l'on doit pas s'imposer, mais en tous les cas faire vraiment. Est-ce qu'on peut faire sa part du chemin pour préserver ce cycle de l'eau avant l'objectif de 50 ans? Est-ce que ce citoyen lambda dont on fait tous partie a son rôle à jouer, et comment? Pour conclure. Ah oui, je pense qu'effectivement, le citoyen lambda, il a son rôle. Et bien évidemment, ces petits gestes du quotidien que vous évoquez, je pense que déjà, il faut les poursuivre. Après, je crois qu'il y a un vrai travail qui est un travail de sensibilisation. Je vois par exemple ce qu'on fait dans le cadre du centre UNESCO, parce qu'on n'a pas forcément évoqué justement ces questions de formation. Elles sont pourtant essentielles justement pour se projeter dans l'avenir et autour des objectifs qui sont les nôtres et qui sont ceux que nous avons évoqués durant cette table ronde. Les formations, vous dites, Éric Servat, c'est des métiers, c'est des débouchés, c'est aussi une opportunité, c'est ça? Bien sûr, il y a ça, mais il y a d'autres types de formations. Mais oui, ce sont des métiers qui vont évoluer parce que précisément, ils vont intégrer ces dimensions, toutes ces dimensions que nous avons évoquées, puisqu'elles sont présentes, les enjeux sont là, et donc ces formations d'ingénieurs, ces formations dans les licences, les masters, les DUT, etc. Il y a beaucoup de formations, que ce soit à Toulouse ou à Montpellier, dans le domaine de l'eau, elles sont très réputées, et elles intègrent petit à petit ces dimensions-là. Mais il y a aussi tout un travail de formation et de sensibilisation qui se fait, lui, avant ça. Par exemple, nous avons cette année développé des actions vers le primaire, vers donc le scolaire. Et on sent les enfants et leurs instituteurs d'ailleurs extrêmement réceptifs à ça. L'eau, c'est quelque chose, ils le voient tous les jours, ils n'en perçoivent pas toujours l'importance. Et dès lors qu'on commence à discuter un petit peu avec eux et qu'à travers des choses simples, on leur montre l'importance, on leur montre la nécessité d'y être attentif, de surveiller, il y a un retour immédiat et il y a une participation immédiate de la part de ces enfants au sujet qu'on leur propose. Donc je crois beaucoup à ces questions de formation, à ces questions d'information. C'est nécessaire
et ça va nous aider. Et c'est plutôt de ce côté-là, avec évidemment tous les chiffres qu'on a évoqués, mais c'est le bon moyen de sensibiliser pour éviter, et je suis je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire éviter de donner le sentiment de punition en permanence en disant aux gens vous allez plus pouvoir faire ci, vous allez plus pouvoir faire ça, il faudra faire autrement, etc. Je pense que plus on est capable de sensibiliser tôt, et plus on est capable effectivement de faire en sorte que les gens s'approprient un mode de fonctionnement qui doit être un peu différent de celui que nous avons aujourd'hui. Et c'est plus simple parce que ça devient naturel et c'est pas forcément vécu comme une brimade absolue. Merci beaucoup Éric Servat. Je vous libère parce que je sais que derrière votre emploi du temps aussi est serré. Et on va conclure cette table ronde avec vous, Christophe Cassou. C'est un peu dans la continuité de ce que vient de dire Éric Servat. Pas de punition, pas de fatalisme, agissons. C'est un peu ça l'idée que vous, les scientifiques, au cœur des observations, vous voulez faire passer aussi au travers de rendez-vous comme Le Monde Nouveau. Surtout pas de punition. Nouveaux imaginaires, trajectoire vers un monde désirable, qu'on peut mettre en place de manière assez rapide. Et je rejoins totalement ce qu'a dit Éric dans cette notion de formation auprès de la jeunesse, formation aussi auprès des élus. Parce que les élus souvent regardent dans le rétroviseur, alors qu'il ne faut plus regarder dans le rétroviseur, hein, les pratiques passées ne marcheront plus. Et je suis très sensible à ce que mon collègue de l'agence de l'eau, qui est sur le terrain, a dit sur le fait que si on ne prend pas des mesures aujourd'hui, dans les 10 prochaines années, on ne sera pas capable de s'adapter. Et on entend ces discours sur l'adaptation, sur la technologie qui va nous sauver, c'est un pari qui est énorme. De l'entendre de la part de quelqu'un du terrain, ça a un poids pour moi qui est très important. C'est un pari qui est complètement hasardeux. La technologie ne nous sauvera pas. La technologie nous aidera, mais elle ne nous sauvera pas. Et peut-être juste pour conclure, je dirais la meilleure adaptation, en fait, c'est l'atténuation. Plus le réchauffement climatique contraint, moins on aura à s'adapter. Donc les deux vont ensemble. Les deux ne sont pas. Il ne faut absolument pas opposer les deux. On doit les mener ensemble, dans l'interdisciplinarité, dans la formation, dans l'échange, dans l'acceptabilité, donc dans la justice sociale et dans l'équité. Merci infiniment à tous les 5 pour cette table ronde autour du cycle de l'eau, c'est passionnant. Benoît Messia, Christophe Cassou, Éric Servat qui était à distance, Guillaume Choisy, Valérie Desmarais, vraiment merci infiniment pour ces notes d'espoir aussi. Je crois qu'on peut effectivement les applaudir. Nous, on va s'arrêter un court instant. On va retrouver justement dans ces notions de trouver des solutions, séquences inspirantes. On va vous parler dans un instant avec nos invités d'une microforêt, la microforêt, ce projet Miyawaki, ce lauréat du concours. On va retrouver les concepteurs dans un instant depuis ce forum ici à Toulouse, à l'université Paul Sabatier, et en direct également sur le site Un Monde Nouveau. À tout de suite et on continue bien évidemment cette journée. Merci à tous.